Valentim, partiu, pé esquerdo, uma bomba! Gol! Quand on aime le foot, on parle foot. C'est vous qui créez le débat. Bonsoir à tous, bienvenue dans l'émission Quand on aime le foot, on parle foot. Et oui, nous sommes mardi, 21h, pile à l'heure, ouais, avec le jingle. Je crois qu'on est vraiment pile à l'heure. En tout cas, ce soir, en compagnie de mes chroniqueurs, comme tous les soirs, qui sont en forme. Allez, c'est parti. Laurent, Émilie qui va nous rejoindre juste après, Jean-Michel Badiane qui sera pour lui sa deuxième, et Julien. Bonsoir à vous tous. Bonsoir. Voilà. Ils sont tout mignons, ils disent rien, mais vous inquiétez pas, hein, ils vont arriver. Bonsoir, hein. On est en forme quand même. Tu dis bonsoir, mais tu sais, tu te dis de petites voix, c'est normal, c'est le début de l'émission, on se chauffe, y a pas de souci. Et notre invité ce soir, bien sûr, comme tous les mardis soirs, il y a notre invité. Notre invité a été formé à Lens et est actuellement à Toulouse. Didier Roustan nous a dit qu'il le trouvait vaillant et généreux, et il trouve qu'il progresse. C'est en bonne voie, En tout cas, ce joueur de Toulouse s'appelle Serge Aurier. Bonsoir Serge. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Voilà. Bonsoir, merci. Merci d'être avec nous sur RTS Radio. C'est un énorme plaisir de vous avoir. Merci, c'est très gentil. Moi aussi, ça me fait plaisir de participer à cette émission. C'est ma première, mais bon, je vais essayer d'être convaincant pour la prochaine fois. Non, mais on voit que Serge, il dit rien, mais vous inquiétez pas, j'ai eu un peu au téléphone avant et il est en forme. Parce que déjà, le match qu'il a fait contre Lyon, je vais vous dire, je vais chauffer un peu les Lyonnais, mais il a été énorme sur ce match. Même c'était l'homme du match, hein, avec la passe décisive, j'ai adoré. Enfin, j'étais fan devant ma télé, j'étais fou. Non, il y a certains de mes copains qui ont dit que j'ai pas fait exprès, donc on va rester là-dessus. Alors, j'ai pas fait exprès. Non, c'est considéré comme une passe décisive. C'est désolé Serge, si t'es ça fait une passe à mon actif, c'est bien. C'est bien, donc moi dans ma tête je me dis elle était fait exprès. Après bon, j'ai des potes qui me charrient avec, donc voilà, je vais rester sur la ravie, je vais pas m'enflammer, je vais rester là-dessus, donc c'est pas grave, on verra pour la prochaine fois. Non mais maintenant on va attendre que t'en fasses toutes les semaines des comme ça, alors prépare-toi. Ah bah vu au poste que je joue, voilà, on attend que je sois toujours décisif, donc j'espère vraiment que ça va être le cas, parce que voilà, je me suis fixé quelques objectifs dans la tête cette année et j'espère vraiment progresser là-dessus et pourquoi pas finir dans les meilleurs passeurs. Allez, c'est parti, messieurs. N'oubliez pas le sommaire, 2 débats. Premier débat avec Serge Aurier, deuxième débat, on le fera avec toute l'équipe. Serge Aurier restera avec nous pour le premier débat, mais vous inquiétez pas, il sera à fond dedans. Et après les pronostics. Allez, n'oubliez pas, hein, sur YouTube, quand on aime le foot, on parle foot, vous retrouverez tous nos anciens podcasts, même celui-là avec Jean-Michel Badiane. Hein. Ouais. Il est peut-être vieux, mais il est encore là, Il n'est pas vieux, Jean-Michel. Le podcast est vieux, je répète. Il n'est pas vieux, Jean-Michel, non. Sur Twitter, n'oubliez pas, on parle foot. Julien sera là pour nous relater toutes vos réactions et aussi mettre toutes les phrases en direct. Toutes les phrases qu'on va dire en direct, bien sûr. Et puis, si vous avez envie de réagir en direct avec nous, Skype, rtsradio.fr. Oui, c'est exceptionnel aujourd'hui. Prochainement, ça sera autre chose. Ça sera un autre Skype, mais bon, c'est pas grave. rtsradio.fr, si vous voulez, rajoutez-le. Et puis, vous viendrez réagir en direct avec nous. Ce soir, je tiens à me remercier encore mes partenaires, jeunefoot.com, football.com et tout le monde s'en fout. Merci à eux, parce que grâce à eux, on ramène du monde et c'est grâce à eux, vous êtes là ce soir. Et voilà. Et donc, notre invité ce soir va devoir choisir entre 2 débats. Alors, Serge, sois bien à l'écoute, c'est toi qui choisis les débats. Donc, premier débat, double nationalité, comment choisir sa sélection ou Toulouse, Rennes, Saint-Etienne, des équipes qui ne font pas de bruit, mais pourtant, ils sont toujours là. Quel est leur secret? Quel est ton choix? Je vais choisir le deuxième. Je pense que c'est plus facile pour moi de répondre, donc je vais choisir le deuxième, ouais. Là. Il n'a pas voulu choisir la difficulté avec la nationalité. Pas de problème. Allez, parti pour ce débat. Toulouse, Rennes, Saint-Etienne, des équipes qui ne font pas de bruit, mais pourtant sont toujours là. Quel est leur secret? Le classement actuel est Toulouse 7e, Rennes 8e et Saint-Etienne qui est 3e quand même.
Allez, c'est parti. Première question pour toi, Serge. Toulouse change très peu d'effectifs. Enfin, en tout cas, il bouge vraiment très très peu. Est-ce que c'est grâce à cela que vous êtes aussi bien classé? Bah, je pense déjà que c'est dû déjà à un effectif réduit. Je pense que quand on est peu dans un effectif, c'est sûr que c'est un danger parce que les titulaires se disent toujours que voilà, il n'y a pas beaucoup d'effectifs donc ils vont toujours jouer. Mais sinon, quand un effectif est réduit comme ça, je pense que c'est plus facile pour travailler, pour le coach de se faire entendre et je pense que voilà, c'est la base. Après, bon, je pense qu'on n'a pas tous les mêmes effectifs parce que nous, on a un centre de formation ici qui est de qualité. Donc, le coach n'a pas hésité à faire jouer des joueurs cette année en l'absence de cadre. Donc, je pense que tant qu'on avance comme ça et tant que tout se passe bien, voilà, je pense que le TFC va continuer à s'appuyer sur ça et on n'a pas besoin de grand monde pour faire une équipe. Je pense que ça fait quelques années qu'ils se connaissent tous ici. Pour ma part, je suis arrivé au mois de janvier dernier. Et j'ai été très bien intégré dans cette effectif. Ça fait comme si ça faisait bientôt 3 ans que j'étais là, alors que ça fait bientôt 1 an. Donc voilà, ça se passe très bien. C'est aussi la force du TFC, c'est voilà d'être déjà comme on a dit un effectif réduit et de travailler sérieusement dans des bonnes conditions. Mais c'est vrai justement pour intervenir sur ce que disait Serge. Par rapport à, on va parler de Toulouse un petit peu. C'est vrai que moi, quand j'ai vu cet été les départs de Machado, puis surtout de Congré, c'est vrai qu'il y avait de quoi être inquiet. Mais c'est vrai que je trouve que cette équipe de Toulouse est intéressante à voir jouer, surtout par rapport au match qui a eu lieu ce week-end. À mon grand regret, on va dire, mais en tout cas félicitations surtout à Serge. Puis pour le match justement de ce week-end, mais c'est vrai que ma question surtout c'est de toute façon ça va être la même chose que pour Rennes, surtout pour Rennes, moins pour Saint-Etienne, mais surtout à mon avis des équipes qui ont besoin de constance parce que ce soit Toulouse ou Rennes, c'est vrai que moi personnellement, en point de vue, j'ai l'impression que c'est des équipes qui ont du mal à reproduire la même qualité de match au fur et à mesure. On a vu Rennes faire même plus qu'un exploit, gagner au Parc des Princes, déjà c'est déjà énorme. En plus à 9 contre 11, c'était monstrueux. Et Toulouse a fait un match, franchement, ça, on va dire exceptionnel. L'OL n'a pas existé ce week-end. J'ai vu le match, il y avait même pas photo. Et je pense si les deux équipes réussissent à reproduire ce style de jeu, de performance au fur et à mesure, c'est sûr que l'Europe, le top 5 est possible à accrocher. Maintenant, est-ce que c'est faisable sur la durée avec un effectif effectivement un peu réduit? Ça, je suis moins convaincu. Ouais, bah c'est ce qui est bien dans ces équipes-là, c'est que voilà, nous pour notre part on a fait une très très bonne préparation, donc voilà, à partir de là, tout le monde se sent bien, tout le monde se sent en forme. Après, concernant les matchs qui viennent, c'est vrai qu'on a fait un très bon début de saison. Voilà, on a eu un peu un coup de moins bien et je pense que voilà, on a su se reprendre contre Lyon. Après, c'est pas facile de semaine en semaine d'enchaîner les matchs. Bon, après, c'est sûr que voilà, les matchs sont de plus en plus difficiles et donc nous, pour notre part, on a eu notre chance de se relancer contre Lyon. Et donc voilà, donc je pense qu'on doit prendre les matchs comme ils viennent. Faut pas attendre que ce soit Lyon pour faire des gros matchs. Je pense que les petits matchs sont aussi des grands matchs. On pense que c'est des petits matchs, mais c'est les plus difficiles. Et je pense que si. Pardon, non, oui. Mais comment vous arrivez à garder ce même rendement, vous arrivez chaque année Toulouse est présent au début du classement et au début du championnat, c'est impressionnant. Est-ce que pour garder ce rythme, faut garder le bon effectif? Alors actuellement, Serge, vous êtes bien parti pour ça, mais est-ce que vous avez l'effectif pour garder la place limite, voire 3e, 5e, comme vous êtes parti, vous êtes bien parti pour rester au moins 5e, voire plus. Bah, franchement, l'effectif est très réduit, comme vous l'avez dit. On essaie de parler des absences des titulaires par la jeunes du centre. Maintenant, je pense que voilà, on a un très bon effectif, on peut aller jusqu'au bout.
c'est juste, voilà, il faut prendre la confiance, il faut pas calculer les autres équipes parce que bon, souvent, c'est vrai qu'on se regarde et on se dit un peu, voilà, notre équipe est un peu comparée aux équipes de Rennes, par exemple, à Saint-Etienne, où il y a du bon en profondeur, voilà, où certains joueurs comme Amouma sont rentrés ce week-end et qu'on fait la différence. Nous, faut qu'on se dise que, voilà, malgré notre manque d'effectifs, je pense que, voilà, il y a de la qualité, il y a des mecs sur le banc quand ils rentrent à chaque fois, ils sont décisifs. Et donc voilà. Et on voit que... ils sont performants, donc il faut continuer. Je pense qu'on a les qualités pour aller jusqu'au bout. Après, c'est question de volonté et d'envie, quoi. Pour ma part, moi, je ferais quand même une distinction, si je peux me permettre, entre ces trois clubs, surtout d'un côté entre Saint-Etienne, de l'autre côté que ce soit Rennes et Toulouse. J'insiste surtout par rapport à là-dessus, parce que les Stéphanois, alors c'est vrai que les Stéphanois ont surtout un fond de jeu, un jeu très attrayant. Et la part d'un Lyonnais, c'est quand même quelque chose de le dire. Je trouve que c'est une équipe qui a vraiment un jeu attrayant, mais que ce soit Saint-Etienne ou Toulouse, c'est des équipes qui sont vraiment, j'allais dire dépendantes, mais qui sont vraiment dépendantes effectivement d'un buteur pur. À Saint-Etienne, c'est Aubameyang, à Toulouse, donc c'est Ben Yedder qui, enfin personnellement, c'est un joueur, enfin voilà, je veux pas dire qu'il vient de nulle part, mais si je me trompe pas, il faisait du futsal avant, et voilà, c'est des clubs pour ma part que je trouve qui s'appuient vraiment, qui ont besoin justement d'un buteur devant. Et ce que je crains que ce soit pour l'un et l'autre club, c'est en cas, alors je le souhaite pas évidemment, mais c'est en cas de blessure, par exemple de cet attaquant de pointe. Est-ce que, d'un attaquant pointe ou alors d'un ou deux joueurs majeurs, est-ce que ces équipes vont réussir justement à poursuivre et à continuer justement sur cette lancée-là? Parce qu'on voit bien qu'avec des effectifs parfois réduits, c'est quand même difficile de tenir la cadence quand on a un blessé ou deux blessés dans une équipe type, quoi. Ouais, nous, de notre côté, on a la chance aussi d'avoir Manu Rivière qui s'entraîne super bien, qui fait des bons entraînements, qui récemment avant sa petite blessure à Evian avait mis un doublé, c'était très bien. Donc voilà, on a un effectif vraiment vraiment complet, même si comme on a dit, voilà, il manque du bon. Mais bon, je pense que voilà, je pense que Manu sera toujours là quand Wissam sera pas là et l'inverse. Donc voilà, nous de notre part, on a la chance de vraiment avoir deux attaquants qui marquent des buts et voilà, là-dessus là on ne se fait pas de soucis de notre côté. Après bon, du côté de Saint-Etienne, il y a aussi Brandao qui est là-bas, qui fait des bons matchs, Aubameyang aussi qui est leur buteur. Donc je pense qu'à tout moment il y a toujours un relais. Ça serait peut-être, on va peut-être se poser des questions quand les deux attaquants seront blessés, mais sinon tant qu'il y en a un qui joue et l'autre est sur le banc ou sur le côté, je pense que voilà, ça, on peut tenir toute une saison avec. Ok. Jean-Michel, une petite réaction sur ça. Qu'est-ce que tu penses de Toulouse? Toulouse a un bel effectif. Est-ce qu'ils sont pas meilleurs que Marseille? Je sais que t'es parisien, mais d'un côté, ils ont un meilleur banc. Ouais, ils ont un meilleur banc. Pas de problème de le dire. Mais oui, moi je trouve que ce que fait Toulouse depuis pas seulement cette saison, mais depuis quelques saisons est très cohérent. Malheureusement pour eux, ils ont je pense par la faute de nombreux médias qui leur ont collé une étiquette d'équipe défensive. Les gens ont toujours un avis un peu négatif sur cette équipe, alors que moi, à chaque fois que je la vois évoluer, je trouve plutôt que c'est cohérent dans leur animation défensive. Après, c'est pas une équipe pour moi qui est bétonne, quoi. Quand vous avez Ben Yedder, quand vous avez Dido, quand vous avez Tabanou, quand vous avez Braten, quand vous avez Capou, Régatin, quand vous avez des latéraux pareils, mais je me dis comment on peut dire que cette équipe bétonne? Après, actuellement non, mais il y a une époque effectivement où c'était une équipe à mon avis beaucoup plus
enfin beaucoup plus défensive. Ils jouent pas non plus comme ils ont pas joué toutes les saisons comme ils ont joué ce week-end. Oui, mais c'était plus défensif parce que on joue aussi avec les forces que l'on a. Cette voilà, année, oui, il y a un joueur comme Wissam Ben Yedder avec qui tu sais que tu vas pas jouer, comme si tu avais Didier Drogba à la pointe de l'attaque. L'année dernière, il y avait Oumoud Bouloud qui a eu quelques difficultés. Là aussi, on peut aussi louer le travail des dirigeants toulousains, que ça soit le président ou leur staff, parce que Bouloud s'en va, ils avaient déjà en tête de révéler Ben Yedder, même si c'est plus facile de le dire aujourd'hui parce qu'il marque beaucoup de buts. Pari, hein. Voilà, ça reste un pari à la base. On voit que Daniel Congrès s'en va alors que c'était quand même un joueur important dans l'effectif. Ils prennent Zebina aussi, joueur d'expérience. Ensuite, il y a les joueurs comme Kapou Sissoko qui sont aujourd'hui internationaux, donc qui forcément ont plus de confiance. Un joueur comme Dido, pardon, pour avoir joué avec lui, et qui a une importance indéniable dans un effectif. Et tout ce mélange fait que qu'on voit un bon Toulouse. Maintenant, après, pour revenir à leur effectif réduit, s'ils sont épargnés par les suspensions ou par les blessures de joueurs importants, j'aimerais bien voir ce que ça donne février, mars, s'ils sont encore dans les clous. Je pense que ça peut ressembler à une fin de saison très intéressante pour eux. Ouais, mais c'est pareil, mais c'est je suis assez d'accord, mais par rapport, ce qu'il faut voir, c'est jusqu'où est-ce qu'ils peuvent aller. Je pense que évidemment, ça va dépendre d'eux, que ce soit Toulouse, que ce soit Saint-Étienne ou Rennes. Alors sans vouloir être méchant avec nos amis rennais et avec Serge, c'est vrai que je place Saint-Étienne par rapport surtout à la qualité du jeu et par rapport à l'effectif surtout qu'il y a, parce que j'ai l'impression qu'à Saint-Étienne il y a un effectif entre guillemets un peu plus conséquent et j'ai l'impression que Saint-Étienne peut viser plus haut moi par rapport à ce que j'ai vu, hein, par rapport à que ce soit par rapport à Toulouse et surtout à Rennes. Pour moi Rennes, alors effectivement ces trois équipes ont fait un bon recrutement. Je trouve que les recrues sont vraiment bien intégrées. Quand on voit Saint-Étienne des joueurs comme Coad, comme Amouma encore plus, qui est vraiment très 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 bon cette saison. Du côté de Rennes, il y a Alessandrini, il y a Makoun aussi qui est arrivé. Tout ça c'est des joueurs qui sont vraiment bien intégrés. On voit bien que justement une saison ça se construit avant même le premier match, hein. C'est vraiment une grande partie dans le recrutement. Mais je pense que ces trois équipes vont devoir aussi si elles veulent finir premier, il va quand même falloir voir aussi ce que vont faire les autres équipes. Parce que pour ma part, que ce soit Paris, Paris, on va dire Paris, la place sur le podium, elle est entre guillemets, on va dire assurée. Les places vont être chères parce qu'entre Lille, Marseille, Bordeaux, Lyon et puis après, on rajoute Saint-Étienne, on peut rajouter Toulouse, on rajoute Rennes. Ça fait quand même du monde pour pas beaucoup de place, quoi. Ouais, c'est vrai, ça fait du monde pour pas beaucoup de place. Alors, moi j'aimerais bien entendre Serge sur la question que j'ai posée tout à l'heure. Peut-être que ça va mettre un peu en délicatesse, mais bon, c'est la vérité. Toulouse a un bel effectif, ouais. Est-ce que vous êtes pas plus fort que Marseille quand même? Vous êtes plus fort que Marseille, vous avez un meilleur banc. Moi, franchement, je pense que collectivement et techniquement, je pense qu'on est meilleur parce que voilà, quand je vois ce qu'on est capable de faire depuis le début de la saison, même si voilà, il y a un petit, on va dire un petit coup dur pour nous pendant quelques semaines, mais quand je pense que quand je vois ce qu'on est capable de faire en début de saison et ce week-end contre Lyon, je pense on fait partie des meilleures équipes du championnat. Faut pas attendre qu'un seul match pour le dire. Je pense que voilà, on nous a longtemps critiqué sur notre façon de jouer, c'est-à-dire d'être trop défensif. On peut nous reprocher des fois d'être dur dans les duels, mais bon, je pense que le football c'est un sport de contact, donc nous on travaille tout ça à l'entraînement tous les jours et ça se répète en match. Donc voilà, je pense qu'on a un très bel effectif. Après Marseille, on va dire ils sont un peu comme nous parce que au début ils avaient un peu du mal niveau effectif aussi. Aujourd'hui ils se retrouvent presque leader du championnat, donc on va dire que voilà, il n'y a pas que le manque d'effectifs qui peut arrêter l'équipe. Je pense que si tout le monde est concerné du côté de Marseille, que ce soit du côté de Marseille que de notre côté, je pense que voilà, on peut faire des bonnes choses. Donc voilà, pour moi c'est pas un problème d'effectif, c'est juste que il faut savoir se gérer déjà et
Et voilà, et avoir confiance, parce que je pense que ces derniers temps on a perdu confiance, et donc voilà, quand tu joues avec de la confiance, je pense que tu calcules pas tout ce qu'il y a derrière, et à partir de là tu peux qu'enchaîner des bons résultats. Ok, Julien, une petite réaction sur Twitter, vas-y. Oui, on a une réaction sur Twitter de L-Sport qui rejoint un peu ce que disait Serge, justement, qui veut rassurer Serge un peu, qui nous dit qu'effectivement ils ont une équipe qui peut être comparable aux meilleures équipes de championnat, et surtout ce qu'elle appuie, c'est que finalement, contrairement à des équipes comme le PSG ou comme Marseille, Toulouse a cet avantage, tout comme Saint-Étienne, de finalement être beaucoup moins dépendant d'un ou deux joueurs, comme peut être le PSG avec Ibrahimovic. Évidemment, on y pense beaucoup, même s'il y a évidemment beaucoup d'autres joueurs, mais Toulouse a des solutions de rechange, comme le disait Serge tout à l'heure, avec Manu Rivière qui, quand il est pas blessé, rend bien service aussi, et puis Saint-Étienne avec Brandao et Gradel ont aussi beaucoup de solutions. Donc voilà, effectivement, comme le disait Serge tout à l'heure, ça permet d'avoir une rotation, et donc une équipe comme Toulouse peut peut-être mieux s'en sortir que Marseille, parce qu'elle a un banc qui est peut-être mieux fourni. Voilà. Ok. Ouais, encore que Marseille joue plus pour le moment, va plus jouer la Coupe d'Europe, ne joue plus la Coupe de la Ligue. Donc elle va avoir un calendrier qui va être quand même bien dégagé, avec le retour de Gignac qui va arriver. Je pense que va falloir, à mon avis, recompter sur l'OM. Barton qui peut maintenant jouer en championnat. L'effectif, à mon avis, va se construire un peu plus, et les joueurs vont être quand même beaucoup plus frais. Donc, Jean-Michel, tu voulais réagir? Oui, je suis tout à fait d'accord, hein, quand on voit le calendrier qui se dégage un peu pour l'OM, quand on voit tous les blessés qui vont revenir. Je pense à Loïc Rémy qui va à un moment donné retrouver sa forme, un joueur comme Souley Diawara qui est un leader. Je vois pas Marseille champion, mais en tout cas je vois Marseille faire un championnat cohérent. Ouais. Ok, très bien. Alors, la dernière question de l'émission. Du débat, pardon. Donc, Rennes, Toulouse et Saint-Étienne, qui sera dans le top 3? Parce qu'on attend, dans le top 3, on attend vraiment le Paris Saint-Germain, qui devrait dominer la tête et les épaules, mais on sait pas vraiment le cas. Mais on attend un peu d'autres équipes. Mais alors, entre Toulouse, Rennes et Saint-Étienne, qui serait dans le top 3? Alors, on va demander tout de suite à notre invité. Serge, pour toi, qui sera dans le top 3? Alors, je sais que tu veux dire Toulouse. Bah évidemment, parce que je pense que voilà, j'ai confiance en mon groupe quand même, et aux joueurs qui jouent. On a eu récemment la chance d'avoir des internationaux, voilà, pour Moussad Sapar qui revient dans le groupe France, et pour Etienne qui découvre le groupe. Donc je pense que voilà, on a des joueurs sur qui s'appuyer. Ils ont, on va dire, peu d'expérience au niveau international, mais bon, qui sont des garçons qui sont intelligents, qui savent ce qu'ils veulent, et à partir de là, voilà, on travaille sereinement. Donc voilà, s'ils peuvent continuer sur ce qu'ils font depuis le début de la saison, c'est-à-dire être constant aussi, parce que c'est un peu un danger pour eux si en club ils font pas des choses qu'ils font, c'est évident que le sélectionneur va pas les appeler. Donc voilà, on a tous des challenges dans nos têtes, et ce qui fera notre force à l'arrivée, je pense que ce sera voilà la niaque, l'envie de pas rater la saison comme l'année dernière, parce que je pense que on peut s'en mordre les doigts aujourd'hui, parce que l'année dernière on a raté vraiment une très belle chose. Et donc voilà, je pense qu'il y a plein de monde qui est concerné cette année, et je pense qu'il y en a qui sont conscients que l'année prochaine ça sera peut-être décisif pour certains, pour ceux qui partent, laisser une bonne image du club, et pour ceux qui restent, voilà, discuter ce que sont partis en laisser. Donc je pense que cette année on a vraiment peut-être pas la troisième place, ce serait peut-être trop tôt pour le dire, parce que le championnat est très long, mais je pense que voilà, il faudra compter sur nous en tout cas à l'arrivée pour pourquoi pas essayer de décrocher quelque chose. Ah d'accord, tu dirais peut-être plus une 4e place alors. Moi je dirais d'abord une place qualificative pour l'Europa League, ça ne fera pas du mal. Je pense que au contraire ça va repenser nos efforts de début de saison. Après ce qui va faire la différence, c'est d'être constant tous les matchs, et
prendre les matchs comme une finale à chaque fois et essayer de prendre le maximum de points possible. Et d'abord d'essayer de se maintenir parce que bon, on sait que c'est la première partie de saison et les premiers matchs sont toujours importants, mais bon, déjà, vous êtes loin de la zone rouge, Quand même, voilà, bon, on sait jamais. Le football, voilà, c'est parfois, ça va très vite. Donc voilà, nous on va essayer de bien emmagasiner des points. Et après, à partir de là, maintenant, essayer de regarder plus haut. Mais je pense que voilà, on a l'équipe et on a les capacités pour finir bien cette saison sans regret. Allez, on accueille notre auditeur Ali de Art & Sport qu'on connaît très bien. Bonsoir Ali. Alors la question pour toi est pareil que pour Serge. Hein. Donc Rennes, Toulouse et Saint-Etienne, qui sera dans le top 3? Donc Serge dit lui 4e ou 5e pour l'Europa League. Toi tu dis quoi? Alors déjà bonsoir à tous et salut à toi Serge. Bonsoir. Bon, on va être objectif. On a vu un match déjà assez impressionnant de la part de Toulouse, ça samedi. Je pense que ça faisait super longtemps qu'on n'avait pas vu un match pareil. Enfin, c'est le match le plus abouti de la saison. Et franchement, en toute honnêteté, quand je vois Saint-Etienne, Rennes, franchement, je serais moins objectif parce que c'est trop irrégulier encore. C'est encore beaucoup plus irrégulier que le TFC ces dernières années, qui était un peu un club yo-yo qui enchaînait les mauvaises performances, mais ça stabilise avec de bons joueurs comme Capou ou autres qui enchaînent les sélections. Mais là, le TFC, une qualification européenne pour l'Europa League, c'est franchement envisageable, mais Saint-Etienne, je pense que le top 3 et même là, ils sont en train de jouer en ce moment contre le PSG. Là, c'est vif, c'est rapide, il y a de la technique. Et non, je vois quand même le TFC dans le top 5, mais ça va quand même être difficile. Il va falloir batailler et être constant. Très bien, merci Ali de ta réaction. À très bientôt. Flo, pour toi, écoute, alors je vais peut-être. Oui, je vais peut-être faire des déçus dans ces trois villes. Alors je vais de l'avis d'Ali, donc justement sur par rapport à Rennes, parce que de toute façon Rennes, effectivement, je trouve que cette équipe est trop inconstante. Alors déjà, au lieu de dire top 3, je veux dire top 5, parce que comme je disais, pour moi les trois premières places, enfin au moins 2 places sont déjà prises par Paris, et puis je vois bien l'OL. Je vois bien Lyon. Ensuite, que ce soit Saint-Etienne ou Toulouse, je pense qu'il y a une place à prendre pour un des deux clubs dans le top 5. Maintenant, il y en a un, à mon avis, un des deux, parce qu'après, faut voir aussi qu'il y a Bordeaux, il y a Marseille, il y a Lille. Je pense que ça va être difficile d'accrocher le top 3 pour Saint-Etienne ou pour Toulouse, mais un des deux clubs devrait finir dans le top 5. J'espère à double titre que ce sera Toulouse. Pas parce que Serge est là, pas parce qu'on a reçu une correction ce week-end, mais aussi parce que je préfère Toulouse que Saint-Etienne en Coupe d'Europe, hein. Mais voilà. Donc de toute façon, je pense que Toulouse peut accrocher la 4e ou la 5e place. Le podium, ça me paraît quand même délicat. Ok, ça marche. Jean-Michel, dernière réaction pour toi, puis après Julien il dira sa réaction tweetos. Vas-y Jean-Michel. Bah déjà à travers cette question, ça voudrait dire que si une des 3 équipes rentrait dans le top 3, on assisterait quand même à une petite surprise, parce que hormis le PSG depuis le début de saison, même s'ils ont pris une claque ce week-end, on voit un bon Lyon. Le LOSC qui revient, on voit les Girondins aussi qui sont intéressants, voir l'OM. Donc après, faut voir où est-ce que seront ces 3 équipes au mois de mars, début avril. Après, moi, je pense que ces 3 équipes vont continuer à faire leur championnat en essayant de rester le plus cohérent possible. Et s'il y a une brèche où ils peuvent s'engouffrer, je pense qu'ils le feront avec plaisir. Maintenant, c'est pas évident, quoi. Pour les 3 équipes, une qualification en Europa League serait déjà une grande saison. C'est vrai, ça serait une très très belle saison pour Toulouse. Julien, il y avait une réaction tweetos, après tu peux dire aussi ton avis aussi si ça te tente aussi, hein, si tu vois Toulouse dans le top 3 ou Rennes ou Saint-Etienne aussi. Ouais, bon, moi personnellement pour commencer, Rennes, je les vois pas tellement
contraire des Twittos, j'y reviendrai. Toulouse un peu plus. Franchement, le match de ce week-end m'a vraiment impressionné et s'ils arrivent à refaire des prestations comme ça, je suis vraiment preneur. Donc ouais, sur ces trois équipes, je miserai une petite pièce sur Toulouse. Et concernant Twitter, donc on avait Jérémy Matet qui nous disait que lui, alors un petit peu bizarre, il est supporter de Rennes, mais il voit bien Saint-Étienne pour sa part. Il nous dit que s'ils arrivent à s'en sortir avec la CAN qui arrive et s'ils n'ont pas trop de blessés au milieu de terrain, ils peuvent faire quelque chose. Et puis donc on avait aussi beaucoup de réactions sur Twitter de gens qui voulaient poser une question à Serge, qui voulaient savoir un petit peu quelles sont ses impressions sur donc le phénomène Wissam Ben Yedder, parce que bon, c'est vrai que nous devant notre télé on a tendance à être vraiment impressionnés. Est-ce que vous êtes impressionné vous aussi au sein du club, ou est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous étiez préparé, vous vous êtes aperçu dès le début de saison à l'entraînement qu'il pouvait faire des choses énormes, ou comment ça s'est passé? Bah moi personnellement, pour ma part, dès que je suis arrivé, mes deux premières séances d'entraînement, j'ai vu tout de suite que c'était lui le phénomène du groupe. Certes, il avait pas trop de temps de jeu parce que bon, il y avait des joueurs qui étaient à sa place. Voilà, il sortait d'un contexte un peu difficile, le futsal. Voilà, donc je pense que là, le coach a fait un très bon travail, c'est-à-dire il a bien protégé avant de le lancer. Bon, il a lancé à Evian où il marque son premier but, où il est rentré, il marque son premier but. Après, à partir de là, voilà, mais je pense que moi personnellement, j'étais pas surpris parce que quand je suis arrivé, quand j'ai vu ça, je me suis dit direct que c'était le joueur le plus technique que j'ai vu depuis que j'ai commencé, que ce soit à Lens et voilà, que ce soit à Lens et là à Toulouse. Je pense qu'il y a des bons techniciens comme Etienne Capot, comme Dito, comme Tabanou, mais je pense que voilà, Wissam il est sur un autre nuage. Tous les jours il nous fait des gestes de fou à l'entraînement, il nous régale, on va dire. Donc pour ma part, je suis pas surpris de ce qu'il fait cette année en Ligue 1 parce que voilà, on avait l'habitude avec lui à l'entraînement. Et donc voilà, ça se répète. C'est un mec qui bosse beaucoup, qui quand il dit une chose, il le fait. Moi, j'ai été souvent en chambre avec lui quand il me disait ouais, ce soir je vais marquer. C'est que but dans sa tête. Donc je pense que c'est un joueur très objectif. Tous les jours, il essaie de faire plus, il essaie de marquer encore plus à l'entraînement. Pour vous dire, des fois ils font du travail devant le but, voilà, et je pense qu'il a un ratio de but impressionnant. Je pense que sur 10 frappes, il peut en mettre 8, 9, voilà, c'est vraiment un joueur devant le but, voilà, c'est pour ma part, c'est après bon, on va dire il y a Zlatan Ibrahimovic, il y a d'autres attaquants, mais pour moi c'est en un contre un face au gardien, pour moi c'est l'un des meilleurs joueurs de Ligue 1 et en plus voilà, il nous rend un grand service parce que voilà, il se balade un peu dans les espaces, il tient bien le ballon, techniquement c'est propre, donc voilà, c'est pour nous, c'est bénéfique et c'est très bien de voir ce qui lui arrive. C'est clair, c'est que du positif. Julien, oui, vas-y. Ouais, on a bien vu contre Lyon qu'il avait soif de but parce que quand même il venait d'en marquer 2 et sur le troisième il aurait quand même pu faire la passe aux deux joueurs qu'il y avait tout seul dans la surface, mais il a voulu marquer son troisième quand même. Hein. Je pense il sort quand même de 2 matchs où il a pas marqué, donc je pense on peut pas reprocher à un attaquant de tenter des choses. Donc je pense que lui sur ce but-là, c'est vrai que le coach il insiste beaucoup sur le fait d'être collectif devant le but. Bon voilà, il a mis un doublé, voilà, il a voulu se faire plaisir, mais bon, même si la solution était la plus facile était de faire la passe. Mais bon, je pense qu'après quand t'es vraiment dans l'action et tu peux pas calculer tout ce qui est autour, je pense qu'il a cru qu'il était vraiment tout seul face au gardien, il a voulu tenter son petit dribble marqué. Bon voilà, on va pas lui reprocher ça, mais je pense que voilà, je suis très content pour lui parce que tant qu'il continuera à nous marquer des buts comme ça tous les week-ends et nous voilà derrière pour essayer de bétonner. Donc voilà, je pense que lui ça c'est un joueur exceptionnel et je pense qu'il a pas fini de faire parler de lui. Ouais, c'est vrai. Et sur le deuxième but, un passe décisif de Serge Aurier, faut pas oublier. En tout cas, merci pour ce premier débat, vraiment très très fourni. Merci à Serge. Donc, avant Serge de te laisser, hein, on te remercie premièrement, et bien sûr la dernière chose que l'invité ne doit jamais oublier, ne doit jamais louper, hein, c'est la dernière marche de l'émission. Il faut juste que tu répètes cette phrase-là. C'est très simple. C'est. Okay, j'écoute. Vas-y, écoute. Ici, Serge Aurier. J'écoute quand on aime le foot sur RTS Radio.
Ici Serge Aurier, j'écoute quand on aime le foot FS Radio, c'est ça? Oh là 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 là. J'applaudis, Je tiens à vous dire ce soir qu'il y a un record du monde. Ah non, non, là, il était fort. Là, je veux dire, passe décisive de ce week-end et en plus, meilleur homme de ce week-end, enfin voilà, meilleur défenseur de droit de ce week-end, voilà. Il a assuré partout. Non, mec, Chris, tu l'as fait répéter. Voilà, avant, ouais. pour que ça- Non, je l'ai pas fait répéter avant. Il n'y a pas eu de off, je l'ai pas appelé pour lui dire ou quoi que ce soit. Non, mais je tiens à vous dire. dans des trucs comme ça, il faut pas hésiter, sinon après on se mélange, donc il faut enchaîner direct, c'est mieux. le nombre de personnes qui ont dû prendre des notes, qui ont dû écrire avant de pouvoir la dire et tout, là, franchement. Julie a pris une note. Ah, d'accord, bah. Julie, bah, là, Serge, tu vois, donc. Bah, si ce soir je suis le premier à l'avoir dit, bah je suis content. J'aime bien être premier partout, donc ça me fait plaisir. Pas le premier à l'avoir dit, mais en tout cas aussi rapidement, je crois que t'es le premier. Oui. Bah, ça me fait plaisir alors. Merci Serge Aurier à toi. Tu reviens dans l'émission quand tu veux. C'était un énorme plaisir pour nous. Merci et à très bientôt. Bon, c'était un très grand plaisir. Je voulais passer juste un coucou à ma famille qui est à Paris, que je vois pas souvent. Donc voilà, mes potes de Sevran, voilà, tous les gens qui m'entourent et voilà, je suis très content de ce qui m'arrive et voilà, je suis content pour tout le monde et bisous à tout le monde, voilà. Et merci à vous de m'avoir invité et je vous souhaite une très bonne soirée et à la prochaine. Très Serge, à la prochaine quand tu veux. Merci voilà. À toi. Allez, au revoir, bonne soirée. Merci à toi. Merci, bah voilà, hein, on a eu un très très bel invité. Serge Aurier, alors on se retrouve juste après cette petite page de pub. Allez, à tout de suite, s'il veut bien censé. Football, un média créé par des supporters. Articles, interviews et encore plein de choses à découvrir sur Football. Venez découvrir football.com. Tout le monde s'en fout.fr avec des chroniques, des pronos. Tout le monde s'en fout, mais on le dit quand même. Jeunefoot.com. Publiez votre article, toutes les actus foot, Ligue 1 et Ligue 2 et plein d'autres blogs. Jeunefoot.com. Allez voir ce site. Allez, tout de suite, nous retrouvons Christopher et ses chroniqueurs pour le deuxième débat. Allez, on est reparti tout de suite dans l'émission Quand on aime le foot, on parle foot. Deuxième débat. Oui, je sais, chers chroniqueurs, vous avez pas entendu la pub. Je vous la ferai réécouter en off si vous adorez écouter la pub. non, mais je tiens à vous dire quand même que nos auditeurs l'ont bien entendu, ça c'est sûr. Allez, deuxième débat sans Serge Aurier, on le remercie encore, mais avec nous, avec Jean-Michel, avec Florent et avec Julien, Émilie qui va bientôt nous rejoindre, vous inquiétez pas. Coupe de France, oui, bien sûr, toujours 0-0. De la Ligue, hein. Ouais, de la Coupe de la Ligue, oui, bien sûr, pardon, Coupe de France. Elle est longue, Émilie, quand même, là, qu'est-ce qu'elle fait? Ah, non, mais t'inquiète pas, elle arrive. Donc, ce soir, deuxième débat, un club français peut-il remporter la Ligue Europa cette année? Marseille éliminé, Lyon et Bordeaux qualifiés. Alors, tout de suite, on va rentrer dans le débat. Celui qui voudra premier réagir là-dessus. Voilà. Est-ce que Marseille avait déjà l'effectif pour jouer cette Ligue Europa? D'un côté, valait mieux pas qu'il la joue, parce qu'ils ont un effectif trop réduit pour jouer la Ligue Europa et la Ligue 1. Non, mais l'effectif, alors tout de suite, je vais dire, alors, si on commence sur Marseille, Marseille s'est fait, pour moi c'est une déception, hein, quand même, qu'ils soient fait éliminer, même si effectivement ils ont pas été épargnés par les blessures, mais bon, on a vu rapidement après 2 matchs, a priori ça a été dit par certains joueurs ou par le staff comme quoi, en fait, de toute façon c'était clair ça allait pas être la priorité ça allait être le championnat. Donc voilà, ils ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient. Je pense que les Marseillais ont perdu surtout des points. Enfin surtout, c'était navrant face à Fenerbahçe. Enfin en Turquie, je trouve qu'ils sont passés au travers au début. Enfin le point, ils auraient pu faire mieux. Je suis déçu quand même parce que moi je misais beaucoup d'espoir sur ce club sur l'OM. Je suis un peu plus surpris par Bordeaux. Je les voyais pas. Je pensais que ça allait avoir plus de mal. Maintenant, Marseille, ça reste une déception. Marseille, ça reste moi, une je vais déception. te dire, je suis surtout déçu que finalement pourquoi on attache aussi peu d'importance à la Ligue Europa. C'est quand même une Coupe d'Europe, c'est quand même quelque chose qui est important. Comment on peut arriver à dire que Marseille gère cette compétition un petit peu comme elle gère la Coupe de la Ligue, on dirait quoi. Ouais, mais comme je dis, on a vu ce débat déjà une fois. Pourquoi les clubs français justement là ne prennent pas en fait au sérieux cette compétition? Pour ma part, je trouve qu'effectivement on peut pas
on peut pas se permettre, au vu du peu de résultats et des prestations très limites qu'on a en Ligue des Champions, on peut pas se permettre de galvauder cette compétition. D'autant qu'à au fur et à mesure, on perd des points à l'indice UEFA, les Portugais nous repassent devant, on va perdre notre 3e place qualificative. Non, les Portugais sont passés derrière, pour information. Oui, pour le moment. Pour le moment, mais ça va dépendre aussi je crois que ça dépend aussi de si des clubs se qualifient pour les 8e de finale de la Ligue des Champions, puis aussi qui se qualifie, qui c'est qui va être après comme club portugais, parce que en Ligue des Champions, je veux pas dire, Paris effectivement a un effectif intéressant, mais il n'y a pas encore de collectif. Je pense que pour la Ligue des Champions, ça va être difficile d'aller plus loin que les quarts de finale. Pour la Ligue Europa, Lyon me paraît armé et joue cette compétition vraiment à fond. Bordeaux, j'ai plus de doutes, même si je trouve qu'ils sont intéressants. Voilà, donc il faut arrêter, en France, il faut arrêter de dire que cette compétition est une compétition en chocolat, qu'elle sert à rien, etc. On voit trop d'équipes qui se battent toute la saison pour finir dans les 4 premiers, dans les 5 premiers. Puis après, une fois qu'ils sont qualifiés pour la Ligue Europa, en fait, ils disent que ça fait trop de matchs. Donc faut savoir soit on joue les matchs à fond, soit on ne les joue pas. Ils sont pas qualifiés. Vas-y, Jean-Michel. Ouais, mais moi je pense que contrairement à ce qu'ils ont dit, quand ils ont dit que concrètement la priorité était le championnat, je pense que c'est le cas de beaucoup d'équipes, mais quand j'entends qu'ils l'ont pas joué, en tout cas sérieusement ou pas à fond, moi je suis pas d'accord. Je pense que concrètement ils pouvaient pas. Autant sur certaines saisons, autant sur certains clubs, il m'arrive de penser que qu'on galvaude cette compétition. Autant quand on analyse l'effectif de Marseille, ils ont 14-15 joueurs qui ont véritablement un vécu, que ce soit en Ligue 1, voire pour certains en Champions League. Si on enlève Souley Diawara qui revenait des croisés, alors bien sûr lui ça lui a permis d'enchaîner un match, donc tant mieux pour lui. Si on ajoute Barton qui pouvait, en attendant de finir sa suspension en championnat, pouvait enchaîner la Ligue Europa, mais pour tout le reste, moi ça n'a pas été une surprise de voir l'OM peut-être pas éliminé, mais en tout cas l'OM montrer des limites sur la Coupe d'Europe. Après, quand on voit par exemple une équipe comme Bordeaux, l'effectif est un peu plus consistant et Francis Gillot par exemple fait tourner et il a toujours dit qu'il voulait jouer la Ligue Europa à fond. Donc ça s'est ressenti sur les performances qu'il pouvait avoir. Si on compare avec l'Olympique Lyonnais, même s'ils ont perdu quelques joueurs, a quand même un vécu dans les coupes d'Europe sur ces dernières saisons qui fait que ils partaient pas sur le même pied que l'OM quoi. Moi, pour moi, cette année, si l'OM finit dans les 6-7 premiers du championnat, ils vont peut-être aller chercher une coupe, j'en sais rien, mais pour moi, l'Europa League, c'était injouable pour eux, quoi. Ce sera déjà pas mal. C'est vrai que ce sera déjà pas mal. 6-7 premiers du championnat. Attends, il y a une petite réaction Twitter, après tu pourras en reprendre la parole, Flo. Vas-y, Julien. Oui, une réaction de Jérémy, toujours, qui nous donne ses impressions sur Lyon et sur Bordeaux. Elle nous dit que Lyon, effectivement, a l'expérience de l'Europe et que si, encore une fois, ils arrivent à pas trop avoir de blessés et pas trop de départs au mercato, ils peuvent aller loin, surtout que voilà, ils ont vraiment beaucoup d'expérience européenne, ils ont su aller loin en Ligue des Champions, donc il y a vraiment aucune raison qu'ils aillent pas loin en Ligue Europa. Et il attend de voir, par contre, pour Bordeaux, il nous dit que faudrait les voir plutôt sur des matchs aller-retour pour voir leur vraie motivation. Il est pas encore tout à fait convaincu par cette équipe. D'accord, ok, très bien. Juste avant, Flo, moi je voudrais vous faire rebondir sur Lyon. D'accord, on dit, comme à l'instant c'était très bien, j'avais cette question justement entre parenthèses, Lyon a l'expérience de la Ligue des Champions. Oui, mais actuellement, tous ces joueurs qui ont l'expérience de la Ligue des Champions sont quasiment tous partis. Alors, est-ce qu'on peut dire vraiment qu'ils ont l'expérience de la Ligue des Champions? En plus, c'est même plus le même entraîneur. Bon, enfin, la Ligue des Champions, limite, on s'en fout, quoi, parce que ça veut rien dire, l'expérience de la Ligue des Champions. Lyon avait l'expérience de la Ligue des Champions. Oui, quand ils avaient les joueurs qui faisaient la Ligue des Champions. Actuellement, ils ne le font pas. Tu peux pas dire que les joueurs ont pas l'expérience. Ouais, quand même.
Attends, Oui, quand ils ont tu de regardes- non, mais- l'expérience, mais Non, mais quand tu regardes les joueurs, attends, même t'as pas besoin d'avoir les 11 joueurs qui ont de l'expérience. Ils apportent au Ouais, quotidien leur vécu pour les plus jeunes joueurs. Et c'est là que l'osmose se fait vraiment bien à Lyon. C'est que Ouais. il y a des joueurs, tu vois, on prend même tu veux même prendre un joueur par ligne. Tu prends Réveillère, tu prends Gonalon qui commence quand même à avoir un petit vécu. Tu prends un joueur comme Bastos, il est blessé, mais Lissandro, tu prends Gomis. Je veux dire, même Vercout, même s'il jouait pas les saisons précédentes, ça fait quand même un sacré moment qu'il est à Lyon. Il a quand même vécu toutes ces campagnes européennes. Et je trouve que l'équipe, et même, je veux dire, même en gros, même le club, l'institution, a ce vécu européen, même si c'est pas les joueurs personnellement. Le club baigne dans la Coupe d'Europe depuis tellement longtemps que le club, à mon avis, est imprégné, contrairement à certains autres clubs qui sont peut-être pas armés, ne serait-ce que, j'allais dire, peut-être dans la préparation, je sais pas. Mais pour ma part, je pense que Lyon est armé. La seule chose qui va dépendre du parcours lyonnais en Ligue Europa après, donc à partir du février, ça va être effectivement si le président Aulas, si le club vend, comme c'est prévu a priori de le faire, deux joueurs donc cet hiver. Parce que les joueurs qui sont annoncés, soi-disant, on va dire partant, ce serait Bastos, entre autres Gourcuff. De toute façon, ça a permis des gros salaires. Donc Bastos, Gourcuff, Gomis, c'est les noms qui reviennent le plus souvent. J'en sais pas plus. Maintenant, c'est vrai que si un joueur comme Gourcuff qui revient venait à partir, et Gomis aussi, à mon avis, ça risque d'être difficile. Jean-Michel, Ce serait quand vous même le voulez con réagir qui parte juste au moment où il commence à redevenir bon. Bah voilà, exactement. Puis même si un petit Clément Grenier qui effectivement a du potentiel, etc. Gourcuff revient, il est libéré, il joue mieux. On sent effectivement qu'il reprend du plaisir. Et c'est ce qui lui manquait. Il prenait plus de plaisir, il a dit lui-même. Et c'est vrai que maintenant qu'il recommence à devenir vraiment à un bon niveau, qu'il joue relâché, qu'il joue bien, s'il part, c'est vrai que c'est à mon avis, c'est maintenant justement qu'il faut le garder. Jean-Michel, vas-y. Ouais, bah moi je rejoins un peu ce qui a été dit concernant l'Olympique Lyonnais, quoi. Malgré les départs, quand on voit l'effectif mis à disposition de Rémi Garde, ça reste quand même plus qu'intéressant, quoi. Quand on voit les joueurs comme Réveillère, comme Vercoutre, comme Gourcuff, comme Lopez, comme Gomis, sans parler des internationaux espoirs qui ont aussi quand même un vécu intéressant parce qu'ils ont l'habitude de jouer des gros matchs, que ce soit avec l'OL ou avec la sélection. Je me fais beaucoup moins de soucis pour la saison lyonnaise que par exemple pour la saison marseillaise, quoi. Donc quand même, quoi, il y a de quoi voir venir. Et puis moi je pense que l'OL va faire un bon parcours en Europa League. Après, aller jusqu'au bout, ça c'est autre chose. Ça dépend parfois d'un tirage, ça dépend de beaucoup de choses, mais je les vois faire un parcours très intéressant en Ligue Europa. Alors justement, vous parlez de tirage et on va quasiment conclure là-dessus. On pourra dire un mot aussi sur Bordeaux, on a encore un peu de temps, mais est-ce qu'on a le niveau? Alors ça, c'est vraiment la grosse question de ce soir pour cette Europa League. Il faut savoir que il y a quasiment de qualifiés. L'Atlético, Tottenham, Makashkala, Liverpool, l'Inter de Milan et la Lazio. Ça, c'est les gros clubs que j'ai à peu près ressortis. Et après, il y a d'autres petits clubs qui est à peu près. Naples aussi, hein. T'as le Napoli aussi, hein. Ouais, il y a Naples, ouais, aussi, c'est vrai. Et donc, ça, c'est à peu près les clubs qui vont à peu près, je pense, ressortir de ces groupes. Alors, est-ce que il y a un club français actuellement ce soir, donc Lyon ou Bordeaux, qui a la possibilité de passer ces clubs-là? Parce que faut pas l'oublier, on aura le tirage. Jean-Michel, vas-y, tu t'as dit oui. Ouais, pour moi, moi je reste convaincu, indépendamment de ce qu'ils font depuis le début de saison, que Lyon a vraiment un rôle à jouer sur cette Ligue Europa. Et puis même les Girondins, quoi. À part le match à Newcastle, là où ils ont pris un petit peu l'eau, ils ont toujours été intéressants sur cette Europa League. Maintenant, j'ai moins de certitude avec eux parce qu'ils n'ont pas le même vécu aussi, mais en tout cas, oui, j'ai confiance en Olympique Lyonnais. Ouais. D'accord, ok, confiance en l'Olympique Lyonnais. Est-ce que toi, parce que on voit bien que Jean-Michel, il serait plus pour l'Olympique Lyonnais. Alors, toi, Flo, tu serais plus Bordeaux ou Lyon alors? Écoute, je vais pas surprendre grand monde. C'est vrai que je suis désolé, c'est vrai que je vois plus, c'est pareil, je vois plus l'OL. Maintenant, comme le disait bien Jean-Michel, c'est vrai que ça dépend souvent aussi du tirage, parce que faut voir aussi, là, tu donnes les clubs qui sont pas qualifiés. Faut savoir aussi que il y a quand même les clubs de Ligue des Champions qui vont être retombés.
Je pense à un club comme Chelsea qui va finir a priori 3e, qui va être reversé. Je pense aussi à des clubs, t'as l'Ajax, t'as le Zénith Saint-Pétersbourg aussi qui peut descendre. Donc oui, j'ai pas pris tout ça, c'est vrai, voilà, c'est donc vrai. il y a des clubs quand même, il y a des gros clubs qui peuvent descendre. Maintenant, je vais être effectivement plus emballé et plus derrière l'OL parce que je pense que Lyon a plus les capacités et plein effectif plus conséquent que Bordeaux. Et il faut savoir, de toute façon, ces deux clubs vont forcément aussi jouer le championnat plutôt à fond, parce que le championnat passe en priorité, parce que c'est le championnat qui permet de retourner en Coupe d'Europe. Pour ma part, je pense que Lyon peut effectivement aller loin. Maintenant, loin pour moi, c'est déjà les quarts de finale, voire les demi-finales, mais c'est toujours dépendant du tirage au sort. Et ça va dépendre effectivement aussi des blessés, des joueurs qui seraient vendus cet hiver, etc. Voilà. Oui, il y a je aussi pense ça. que, voilà. Il y a aussi ça. Il y a aussi une autre chose avec Lyon. C'est après Julien aussi pourra donner son avis là-dessus, mais il y a aussi autre chose parce que actuellement là, Lyon a joué en Europa League jeudi dernier, a fait jouer ses jeunes joueurs. Pourquoi? Parce que Lyon était bien placé en championnat. C'est que même en Europa League, ils sont qualifiés. Donc c'est moins complexe. Alors après, jouer des matchs aller-retour, là on va voir comment ça va se passer, parce que si automatiquement ils perdent des points en championnat, et moi j'ai peur que les clubs comme Lyon ou comme Bordeaux disent on va mettre un peu moins d'énergie dans l'Europa League et on va faire tourner dans l'Europa League parce qu'on n'a pas le choix, parce que la Ligue 1 reste prioritaire. C'est ça qui me fait peur, parce que la Ligue des Champions sera prioritaire, mais la Ligue Europa sera pas prioritaire par rapport point de vue des classements de Bordeaux ou de Lyon. Ça me fait un peu peur. Ouais, maintenant, faut voir aussi je veux dire que la France n'est pas forcément les clubs français sont pas forcément les seuls aussi dans ce cas-là. Je vois des clubs comme, à mon avis, comme Tottenham, comme Rome, l'Inter, je vais pas trop dire parce qu'ils ont vraiment un effectif conséquent, mais il y a certains clubs qui, de toute façon, quoi qu'il se passe, effectivement, vont faire tourner pour pouvoir continuer leur parcours en championnat selon leur classement. Maintenant, c'est sûr qu'à Lyon, il y a l'avantage, effectivement, puis moi, ça m'a surpris quand j'ai vu le match, justement, d'Europa League avec les petits devant. Enfin, les petits, je dis les petits parce que oui, c'est des petits, des jeunes, quoi. Mais je pense que c'est vrai que j'étais surpris. Je m'attendais pas à ce qu'ils fassent tourner autant, et j'ai été vraiment gravement surpris de la performance. Maintenant, il faut voir aussi, parce que sans vouloir être méchant, donc avec le club de Prague, l'opposition est pas la même si on tombe face à Prague que si tu tombes face à l'Inter ou si tu tombes face à Naples. Hein. C'est vrai. Ça va pas être du tout la même chose. Réaction de Jérémy, très bien. Vas-y, mon petit Julien. Oui. Jérémy est en forme ce soir sur Twitter, je peux te le dire. Donc, il nous disait encore que lui, il n'était pas tout à fait d'accord avec ce que nous disait Florent. Il nous disait que finalement, il verrait ça plutôt bien si les clubs français tombaient contre des gros clubs. Il nous dit que la motivation ne pourrait être que meilleure et qu'on pourrait éventuellement voir de belles choses. Ah oui, non, mais évidemment, la motivation peut être bonne, évidemment, c'est sûr. Maintenant, si tu tombes, quand tu joues la Coupe d'Europe, je pense qu'à Lyon, effectivement, il y a une envie d'aller loin en Coupe d'Europe. Je pense qu'à Bordeaux, c'est à peu près la même chose. T'as une envie d'aller loin, et je pense que les clubs l'ont pris au sérieux dès les phases de poule. C'est surtout, à mon avis, à ce moment-là, qu'on voit si les clubs ont envie de la jouer à fond. Quand tu commences à être qualifié pour les phases aller-retour, tu vas maintenant, a priori, la motivation se retrouve tout seul. C'est vrai. Et Jean-Michel, toi, tu peux peut-être nous dire aussi qu'en tant que joueur, quand même, la motivation est multipliée quand même par 2 contre des gros clubs. Mais après, quand on joue une Europa League, faut quand même être hyper motivé, même si on joue contre un autre petit club. Là, pour parler des 3 clubs qui étaient engagés en Europa League, c'est 3 cas quand même bien distincts, quoi. Je pense que quand on est à l'OL, qu'on joue le Sparta Prague sans leur manquer de respect, ou le Milan AC, c'est comme ça, quoi. C'est dans l'état d'esprit du club. C'est pareil au PSG. On vous demande de gagner, et tout le temps de gagner, quoi. Donc pour moi, ça change pas grand-chose par rapport au fait qu'ils jouent un grand club ou pas. Maintenant, tout à l'heure, on faisait référence aux joueurs que le président Aulas envisageait de vendre. Moi, je pense qu'au contraire, vu la saison qu'ils font, je pense que ça va encourager justement à aller jusqu'au bout de la saison en vendant personne, et à voir éventuellement à l'intersaison s'il y a besoin de
de vendre un ou deux joueurs, quoi. Mais moi, je le vois pas casser cette dynamique de groupe qu'il y a actuellement pour même si l'aspect financier est important, je le vois pas le faire maintenant. Je suis assez d'accord. J'espère. C'est plus un souhait. J'espère. C'est plus un souhait de ma part. Hein. C'est vrai. On verra, oui, parce qu'après, qualifiés pour l'Europa League, ils vont toucher aussi de l'argent, ça va être calculé, tout ça. On verra comment ça va se passer à Lyon. Croisons les doigts pour toi, Flo, quoi. Ouais, c'est vrai. Moi, et pas que pour moi, hein. T'es lyonnais. Évidemment, mais je suis quand même, j'espère aussi que nos amis girondins pourront aider justement l'indice UEFA français parce qu'on a besoin de ça. Oui, bien sûr. Ça, c'est clair qu'on a besoin des clubs français, on a besoin qu'ils jouent cette coupe d'Europa League, ça c'est clair, mais à 200% parce qu'en plus, moi, je pense qu'il y a des clubs qui peuvent le gagner. Moi, j'avais mis favori pour moi Lyon. Je l'avais dit au début de saison et je le redis encore parce que je pense qu'ils ont la capacité. Et merci pour ce deuxième débat qui a été assez fourni. Et on va passer à la dernière partie de l'émission, les pronostics avec toi, Flo. Merci Chris. Oui, donc comme nos auditeurs en ont l'habitude, donc chaque semaine on va pronostiquer donc sur 3 matchs. Alors on a choisi donc avec mon acolyte, avec Émilie, on a choisi 3 matchs. Donc on commence par le premier match, un match assez intéressant, un match anglais entre Tottenham et Liverpool, match qui aura lieu donc le 28 à 20h45. Tottenham qui est resté sur 3 défaites en 3 matchs, qui a gagné enfin ce week-end. Puis Liverpool donc a beaucoup de mal cette saison. Alors les cotes donc 2,20 pour la victoire Tottenham, 3,30 le match nul et 2,80 la victoire de Liverpool. Donc du côté de nos membres, alors les membres donc pronostiquent une victoire du club d'Hugo Lloris et à 58%, 32% pour la victoire de Liverpool et 8 petits pourcents pour le match nul. Donc voilà, donc je sais pas, par exemple Jean-Michel, si tu as un pronostic, même le score, même le nom des buteurs, chez les cotes aussi pour les buteurs sur ce match. Donc si tu te sens d'attaque, on va dire. Moi, je vois une victoire de Tottenham, 2-1. Avec je pense pour pas être très original, je pense Jermaine Defoe parce qu'il est sur une dynamique, et Gareth Bale. Defoe et Bale, d'accord. Ouais, la cote de Defoe est à 6, Bale à 7,50. De l'autre côté, il y a beaucoup à jouer. Il y a Luis Suarez qui marque pas mal, qui est à 6 également. Il y a Adebayor aussi, qui est pas mal, mais Defoe et Bale, d'accord. Ouais. Ok. Pronostic de Julien, Flo. Je pense qu'on peut passer par Julien. Julien, je t'écoute. Eh ben oui, avec plaisir. Donc, moi, je vois plutôt un match nul. Liverpool, c'est une équipe qui m'emballe pas trop quand même depuis le début de la saison. Et Tottenham, ils ont tendance à être un peu irréguliers en ce moment, donc j'ai un peu du mal à dégager une tendance. Donc, ce sera un match nul pour moi. Un match nul, d'accord. Un buteur, non, une petite idée, non. Oh, non, je me risquerais pas à ça. Non, d'accord. Pas de souci. T'as bien raison. Les twittos, n'hésitez pas à pronostiquer aussi. Alors pour mon pronostic, je vais dire Tottenham gagnant aussi, comme Jean-Michel, je les vois bien gagnants, mais par contre, moi je les vois bien d'un but à 0 avec un petit but d'Adebayor. Adebayor, d'accord. Pour ma part, je vais aussi viser sur une victoire de Tottenham. C'est que Liverpool, à mon avis, est assez décevant cette année. Niveau du score proprement dit, je vais pas m'inscrire juste là. Par contre, c'est vrai que je vois les deux équipes marquées et je vois bien un but de Suarez aussi pour ma part. Donc voilà, enfin une victoire de Tottenham. Victoire de Tottenham, quoi qu'il se passe. Hein. Voilà. Okay. Ensuite, on va revenir en France. On va passer à un match intéressant aussi, un match entre Lyon et le champion de France en titre, donc Montpellier, match qui aura lieu donc samedi à 17h. Donc alors au niveau des codes, donc Lyon est favori à 1,75, le match nul à 3,20 et Montpellier à 4,50. Donc côté des membres de notre page Facebook, donc 58% pour la victoire de Lyon, 25% pour le match nul et 17% donc pour la victoire de Montpellier. Donc Lyon est favori aussi du côté de nos membres. Donc voilà, Jean-Michel, je te laisse à nouveau ouvrir le bal des pronostics pour ce match. Ah, il est compliqué ce match, parce que Montpellier revient bien là, et puis faut pas oublier que Lyon joue demain, son match en retard contre l'OM. Donc moi je vois un nul. Un match nul, d'accord. Un match nul. Je pense que les deux équipes vont marquer, donc je vais dire un partout. D'accord. Si vous voulez des buteurs, je vais dire Utaka et
et Lacazette, allez. La Casette. La cote doit être pas mal de la Casette. Hein. Ah, c'est pour ça que je me suis dit, elle doit être pas mal. Les cotes, alors les cotes, je les ai pas encore. On est un peu trop loin du match. Mais par contre, le fait effectivement de dire que les deux équipes marquent, je pense que ça peut être intéressant à jouer pour nos auditeurs, parce que de toute façon Lyon encaisse quasiment tout le temps un but à chaque match, mais marque aussi très souvent. Donc effectivement, on voit que Jean-Michel veut empocher de l'argent avec le. Ouais, effectivement. Si, il va mettre 100 €, je le sens ce soir. Jean-Michel, pronostique tes pronostics ce soir, parce que moi je les pronostique à chaque fois et je suis un peu dégoûté parce que des fois j'en loupe. Alors bon, enfin c'est pas grave, j'en loupe très rarement. Julien. Moi, un petit peu pour les mêmes. Oui. Non, vas-y. Enfin, non, vas-y. Oui, donc un peu pour les mêmes raisons que Jean-Michel, je vais voir un nul moi aussi. Je vais voir un petit 1 partout. Je vois bien un but de Bastos qui devrait revenir et de Camara pour Montpellier. Et sur Twitter, on avait donc Jérémy qui pour Tottenham Liverpool tout à l'heure, il voyait un nul avec des buts de Colker et Sterling. Et pour le match de Lyon-Montpellier, il voit une victoire de Lyon après une défaite contre Marseille par contre. Il voyait un but de qui tu as dit? Non, il n'a pas vu un but. Sterling, sa cote est à 12, c'est quand même assez évident. C'est assez énorme. Et l'autre joueur, j'ai pas entendu. Qu'est-ce qui? Alors je sais pas si je prononce bien, parce que je le connais pas beaucoup ce joueur, c'est Colker. Ça te dit quelque chose? Caulker. Oui. Colker, ça me dit quelque chose de nom, mais je vois. Jean-Michel, ça lui dit quelque chose en tout cas. Oui, effectivement, mais je vois pas ça. Il doit avoir une belle cote lui aussi. Hein. Je sais, alors attendez. Il faut pronostiquer les défenseurs. Écoute, des défenseurs qui marquent trop vite. Non, mais il faut peut-être que je change. Il faut peut-être que je change mes lunettes parce que je le vois pas écrit, en fait. C'est pas grave. Même pas de code tellement c'est pas possible. Ils ont pas de Exactement. Le mec, il a tellement un pied gauche que c'est pas possible. En fait, c'est l'équivalent de Azupress à Marseille. Oui. Alors, effectivement. Ouais, voilà, ça continue à vanner avec Azupress. J'ai trouvé sa cote, Steven Colker. Alors oui, effectivement. Alors, s'il marque celui-là, effectivement, notre auditeur, il va empocher un paquet parce que sa cote est à 33. Alors là, Jean-Michel va pronostiquer dessus, à mettre 1 €. Voilà, 1 €, 3 €. Non, je mets pas 1 € dessus, c'est 1 € de gâché, là. C'est clair. Chris, ton pronostic pour le match? Mon pronostic, je l'ai pas dit. Lyon-Montpellier, bah écoute, pour ma part, Lyon va jouer déjà un match mercredi, donc un peu plus fatigué que Montpellier, automatiquement. Mais ça va être un match quand même assez fermé. On voit que Montpellier a de la peine un peu devant au niveau des buteurs. Et puis Lyon va peut-être jouer un petit peu plus défensif. Bon allez, je vais faire match nul. Et puis à 0-0. Ouais, vous dites que Lyon va jouer demain, mais je vous rappelle que Montpellier aussi joue demain en Coupe de la Ligue. Il joue face à Nice. Hein. Ah oui, exact. Oui, oh là là, j'ai oublié ça. Donc oui, match nul quand même 0-0. Match nul 0-0, d'accord. Pour ma part, écoutez, je vais être un peu chauvin, mais je vais miser une victoire de Lyon, parce que de toute façon Lyon a besoin de se remettre de la défaite de la claque. Suivi face au coéquipier de notre invité Serge Aurier ce week-end. Donc je vois une victoire de Lyon. Les deux équipes qui marquent et je vois bien un but de Buffet Gomis. Donc je crois ouais. Oh, la cote ça doit être énorme. Il marque quand même pas mal, il marque assez souvent quand même. Mais bon. C'était pour on l'aime bien Buffet. Oui, effectivement. Donc voilà pour ma part. On va passer au dernier match. Alors là, par contre, on va traverser les Pyrénées, on va partir en Espagne pour un derby qui est toujours assez chaud, qui aura lieu aussi samedi à 22h. Le derby madrilène entre le Real et l'Atlético Madrid. En plus, un match qui est encore plus important cette année, parce que le Real est relégué à 11 points du Barça, donc le titre est pas encore perdu, mais bon, c'en est pas loin. C'est quasiment terminé. Le championnat espagnol est déjà bâclé. Oui, mais qui est deuxième, c'est l'Atlético Madrid qui a 8 points, qui a 8 points d'avance, il me semble, sur le Real. Donc de toute façon, en fait, une défaite du Real Madrid, à mon avis, non seulement ferait en sorte que le titre s'envolerait complètement, et en plus, face à l'ennemi madrilène, là, c'est la mort pour José Mourinho. Donc les cotes, donc c'est 1,42 pour le Real, 4,40 pour le match nul et 5,50 pour la victoire d'Atlético Madrid. Les membres du groupe, donc eux, voient une victoire du Real à 66%,
33% pour le match nul et un petit pourcent, je sais pas qui c'est, mais un petit pourcent. C'est peut-être un supporter d'Atletico qui a pronostiqué ça. Une victoire d'Atletico. Donc voilà. Donc je laisse, pour continuer sur la même lancée, Jean-Michel, je vais te laisser pronostiquer pour ce match. Il est pas facile, celui-là aussi. C'est interdit. C'est vrai que c'est toujours je serais tenté de dire le Real, mais non, je vais dire nul. Un match nul. Match nul, 2 buts partout. Ouh là là. C'est sûr que ça va être ouvert, ça c'est clair. Un buteur particulier, je vais pas être, je vais dire Karim Benzema parce qu'a priori il est sûr de jouer. Benzema à 4,60, ouais, c'est pas mal. Ouais. Je vais dire Karim Benzema et le deuxième de Sami Khedira. Khedira. Khedira, il est à 18,50. Oui, je vais devenir riche, là. Lundi, je serai notre homme. Vu comment il est parti, là, Jean-Michel, ouais, il va pas mettre d'argent, hein. Ça va pas être trop mal. Et, d'autre côté, il y a Falcao aussi, qui est pas vilain. Enfin, il est à 4,60. Ouais, oui, je vais mettre un but de Falcao et le deuxième, mais il est chaud, il pronostique sur tous les buteurs, hein. Oui, on sait jamais, hein. Christian Rodriguez, ça serait sympa. Rodriguez, il est à 18,50. Ouais, Christian Rodriguez. C'est pas vilain non plus, d'accord. Pas mal non plus. Julien, ton pronostic? Julien. Moi, je vais pas être très... Vous m'entendez? Oui, vas-y, on t'entend, vas-y. Je vais pas être très original, je vais pronostiquer une victoire du Real, un petit score, je sais pas, un 2-1 par exemple, avec un but de Benzema, le deuxième buteur, je sais pas trop, mais je vois bien par contre en face un but de notre ancien Lyonnais s'il joue Thiago. Thiago, 18,50, c'est pas vilain. Voilà, Flo, t'as failli tomber dans les pommes. Voilà, effectivement, non, c'est entendre un but de Thiago, ça rappelle des souvenirs. Voilà. Donc victoire du Real. D'accord, Chris? Moi, pour mon pronostic, moi, je vais prendre tout le monde à contre-pied. Parce que j'adore l'Atlético cette année. Et, je vais dire Atlético gagnant à l'extérieur. Et je pense que la cote doit être pas trop mal. Oui. Vas-y. Comment j'ai dit, 5,50. Ah ouais, donc c'est pas mal. Je pense que là, je vais même mettre de l'argent parce que le Real est bien quand même, mais bon, je vais aller l'Atlético gagner avec un but à 0, but de Falcao. On va rester classique. Falcao 4,60, ouais. Et il y avait un pronostic Twittos juste avant, Flo, et après je te donnerai ton pronostic. Oui, Jérémy sur Twitter, il voit un nul, lui, but de Falcao et Benzema. Ah, d'accord. Et Flo, ton dernier pronostic? Pardon, excusez-moi, je m'étouffe. Je vois une victoire du Real Madrid, malgré tout, parce que de toute façon, à mon avis, Mourinho va réussir à les remonter. Et je pense que si jamais ils n'arrivent pas à gagner ce match, ça risque, même à la mi-temps, s'ils mènent pas, ça va souffler dans les bronches. Donc je vois une victoire du Real et une victoire assez large même. Je vois même une victoire par exemple par 2 buts d'écart. Je vois bien de toute façon les buteurs, je mettrais bien une petite pièce sur Ronaldo, sur Cristiano Ronaldo. Voilà. Ah oui, quand même. OK, oui, c'est vrai. C'est le meilleur buteur du Real de Madrid. Et je vais rajouter une petite chose, il y a Jérémy qui a bien vu sur Twitter qu'on se moquait pas mal de Colker, il nous fait savoir quand même qu'il a marqué contre Manchester City il y a pas très longtemps. Donc pourquoi pas. C'est pas Noël tous les jours, quoi. Voilà, tout à fait. Jean-Michel Badian ne marque pas à tous ses matchs, je suis désolé. Encore heureux. Est-ce que tu peux nous confirmer ça? Oui, je vous confirme tout, y a pas de problème. Je regarderai les codes pour la prochaine fois. Ça va. Je voulais juste, Chris, si tu me permets. Bien sûr. Voilà, je voulais juste dire un petit mot alors à nos auditeurs sur une page Facebook qui me tient à cœur. Vous savez qu'il y a quelque temps, on avait fait une émission sur les journalistes sportifs, entre autres, sur le monde en fait des journalistes. Et j'aurais juste voulu effectivement apporter un petit focus sur un groupe de supporters, un groupe qui est en soutien à un journaliste lyonnais qui s'appelle Richard Benedetti. Pour ceux qui le connaissent pas, c'est un journaliste emblématique, on va dire, et un supporter, un amoureux de l'OL, et qui est arrivé en fait au lancement de la chaîne OL Télé. Et ce journaliste a été mis à l'écart
donc l'an passé évincé suite à un billet d'humeur qu'il avait fait après le désastre de Nicosie. Il était suspendu. Maintenant, il fait plus que des conférences de presse, des choses comme ça. Il fait plus en fait tout ce qui est commentaires de match, entre autres. Donc j'invite tous nos auditeurs qui le souhaitent à aller jeter un petit coup d'œil sur le groupe Facebook qui s'appelle Soutien à Richard Benedetti. Voilà, c'est pour soutenir ce journaliste qui est un journaliste sans langue de bois, qui dit ce qu'il pense. C'est assez rare de nos jours. En fait, on voit beaucoup de journalistes justement qui sont aseptisés, qui font du politiquement correct. Ce journaliste, c'est un peu l'inverse. C'est le style de journaliste que j'aime. Et le groupe est tenu par Julien. C'est un ancien bad gun, donc voilà. Donc c'est quelqu'un aussi qui connaît aussi très bien, donc a priori Richard. Donc voilà, j'invite tous nos amis auditeurs et tous nos membres donc à aller faire un tour sur la page donc de soutien à Richard Benedetti. Et je lui passe un bonjour si jamais il nous écoute, on sait jamais. On sait jamais, et puis il vient dans l'émission quand il veut. J'étais en train d'y penser, ça serait bien qu'il vienne dans notre émission justement pour parler, pour être notre invité, bien sûr. Voilà, effectivement. Donc juste pour dire effectivement donc que le lien vers le groupe donc sera dans quelques minutes donc sur notre page Facebook également. Voilà, donc si vous avez des questions, vous nous contactez, vous n'hésitez pas, vous savez comment faire. Et les pronostics aussi, pour revenir aux pronostics, les pronostics seront disponibles sur la page Facebook dans le courant de la soirée. Voilà, merci. Et voilà, tous les pronostics. Oui, est-ce que tu peux donner le lien, Flo, directement à Julien? Julien va le mettre sur Twitter, comme ça aussi, vous pourrez. Le lien pour la page oui, tout à fait. de Richard. Il n'y a aucun problème, Julien, voilà. Je te donne ça. Dans quelques instants. Merci beaucoup. Ça sera fait comme ça, c'est du travail. Mais je vous le fais partager, cher auditeur. En tout cas, merci à vous tous. Bon, on fait un gros bisou à Mimi qui a pas dû pouvoir venir. Elle a eu encore quelques soucis, elle m'a pas répondu, je pense. Mais j'espère que c'est pas grave. On te fait un énorme bisou. J'espère que, c'est pas grave. Je te fais un gros bisou. Je pense que tout le monde aussi, même si Flo l'apprécie vraiment, donc on sait. Donc, je fais un bisou. Je fais un énorme bisou aussi à Thomas qui a dû nous écouter parce que si El Sport a réagi, Thomas a réagi. On te fait un énorme bisou aussi, Tom, qui était pas là ce soir aussi, exceptionnellement. Je crois que c'est la première fois qu'il était pas là ce soir dans Quand on aime. On te fait un énorme bisou, bien sûr. De la part de toute l'équipe, allez, demain on n'oublie pas sur RTS, liberté pour les auditeurs à partir de 20h jusqu'à 21h30. À 21h30, El Sport sera de retour à 21h30 jusqu'à 22h30. Jeudi, Motor Show à 20h30 et à vos pronos. Vendredi, qui sera après les lives. Je crois qu'il y a des lives ce week-end, live de National. Ça sera le match de l'Uznac. Je ne l'ai plus en tête, donc je suis désolé. En tout cas, il y a du live. Allez voir de toute façon sur rtsradio.fr. Vous avez tous les lives sont marqués sur la page d'accueil. Tous les articles aussi qu'on fait actuellement. Enfin voilà, venez nous rencontrer sur Facebook aussi, comme l'a dit tout à l'heure mon ami Flo, avec tous les pronostics aussi qui seront mis en ligne. Alors venez parier avec nous. Jean-Michel va gagner 3000 € s'il gagne tous ses pronostics. Je vous le dis d'avance, comme ça vous êtes francs pour aller vérifier sur la page Facebook. En tout cas, merci à vous, merci à vous, mon équipe, Flo, Jean-Michel et Julien. Merci à vous trois. Un petit mot de la fin. Allez, on va le donner à Jean-Michel ce soir. T'as envie que Paris gagne ou parce que là toujours 0-0 Oui, j'ai toujours envie que Paris gagne, même si j'aime bien Saint-Étienne, parce qu'il y a certains joueurs que je connais un peu, mais oui, j'ai toujours envie que Paris gagne. Merci encore à Jean-Michel. Manian, Flo, t'as un petit mot de la fin pour finir cette émission? Oui, non, mais je tenais juste à dire qu'à chaque émission, c'est un grand plaisir d'être parmi vous. C'est un grand plaisir aussi d'à chaque fois de rencontrer des nouveaux joueurs, nouvelles personnes. C'est toujours un grand plaisir. Et puis je savoure chaque instant parmi vous. Oui, c'est vrai. On fait un petit coucou à Jean-Michel Carlon qui devait venir ce soir. Coach Carlon qui était venu pour l'émission, mais je suis désolé, on n'a pas eu trop de temps. Encore un grand merci à Ali de Art & Sport. Allez voir son site internet. Julien, un petit mot de la fin, puis après je vais conclure. Oui, merci à tous. Une bien belle émission encore. J'ai pris beaucoup de plaisir moi aussi. Et puis on souhaite bon courage. On croise les doigts pour Lyon contre Marseille.
Le match de demain. J'ai pas osé. Il a pas osé, mais Juillet y a pensé. En tout cas, merci à vous tous, chers auditeurs. Merci encore à nos tweetos. Jérémy qui était à fond ce soir, merci à lui. Merci à Jean-Michel et Carlon. Désolé, pour une prochaine fois, Jean-Michel, t'inquiète pas. À Ali aussi, encore un grand merci à toi, Ali. Et merci surtout à notre invité du soir, Serge Aurier. Merci d'être venu. Chers auditeurs, rendez-vous mardi prochain, 21h, comme tous les mardis soirs, quand on aime le foot. On parle foot, on n'oublie pas, bien sûr, 21h, chers auditeurs, avec encore un invité de marque. Je peux pas vous le dire maintenant, on verra plus tard, ça va se décanter dans les jours qui arrivent. Suivez-nous sur Facebook, vous saurez notre invité. Allez, quand on aime le foot, on parle foot, toujours 0-0 pour AS Saint-Etienne, Paris Saint-Germain. Allez, salut, ciao. Valentina, partiu, pé esquerdo, uma bomba! Gol! Quand on aime le foot, on parle foot. C'est vous qui créez le débat.